Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 9 février 2025, épisode 186. Je suis Marc-Frédéric Gomez, il est 21h15, je suis en direct des Terres de France, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, une attaque massive par brute force ciblant 2,8 millions d'adresses IP sur des dispositifs VPN, sortie de Jidra 11.3, mise à jour majeure de l'outil open source de rétro-engineering de la NSA, un membre de l'équipe Dodge d'Elon Musk lié à un réseau cybercriminel, un jeune de 19 ans recruté dans l'équipe Dodge d'Elon Musk a été identifié comme ancien membre de The Com, une communauté active dans le cybercrime. Tinder adopte l'intelligence artificielle pour relancer l'engagement des utilisateurs, mais des préoccupations émergent quant à l'utilisation de ces données personnelles et aux implications en matière de confidentialité et de cybersécurité. Bien entendu, toutes les sources utilisées pour cette revue d'actualité sont disponibles dans la description de l'épisode. Un article de Krebs & Security met en lumière le parcours de Edward Koristin, un jeune de 19 ans ayant intégré le Department of Government Efficiency, le fameux DOGE, sous la direction d'Elon Musk. Son recrutement soulève des inquiétudes en raison de son passé controversé, incluant une participation active à The Com, un réseau Discord et Telegram associé à des activités cybercriminelles. Il a fondé Tesla.sexy LLC, une entreprise gérant plusieurs noms de domaine, dont certaines enregistrées en Russie. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on peut avoir un parcours un petit peu à la limite du cadre. On a quand même la notion du business aux États-Unis. Le gars, il crée une activité, plutôt que de le faire en sous-marin, on crée l'entreprise. Son passage chez Pass Network, une entreprise spécialisée en protection DDoS, s'est soldé par un licenciement après des accusations de divulgation d'informations internes. Non, c'est pas possible. L'accès de Koristin, et je vous recommande fortement de lire l'article. Honnêtement, je l'ai lu. J'ai vraiment hésité à vous le mettre parce que je me suis dit, c'est incroyable qu'ils aient accepté de prendre quelqu'un avec un tel passé. L'accès de Koristin à des systèmes gouvernementaux sensibles met en question des processus de vérification des antécédents dans le cadre des recrutements stratégiques. Et c'est là où ça blesse parce que les Américains sont quand même très très forts. Quand vous demandez un historique quand vous postulez dans une entreprise, c'est quand même très compliqué de passer à travers les mailles du filet. Et cette situation, elle va souligner une nécessité d'une évaluation rigoureuse des risques, une meilleure pratique de cybersécurité de la part des équipes d'Elon Musk, mais surtout, c'est les risques liés au recrutement des profils ayant des antécédents cybercriminels. Là, on n'est pas sur quelque chose d'inconnu. Quand vous demandez l'historique auprès de votre employeur aux États-Unis, il vous dit ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé, quoi. La méthode du nouveau président des États-Unis et de son administration est simple, c'est renverser la table et redistribuer les cartes. Mais cette méthode-là est quand même très surprenante parce qu'ils savaient qu'ils allaient être quand même mis sous les feux des projecteurs. Lisez l'article, c'est sympa. Moi, j'ai trouvé ça hyper passionnant, mais c'est juste incroyable. Blipping rapporte une attaque par brute force de grande envergure utilisant près de 2,8 millions d'adresses IP pour cibler des dispositifs VPN et d'autres appareils réseau. Cette campagne, active depuis janvier 2025, vise des équipements de marques tels que Palo Alto Networks, Ivanti, SonicWall, mais pas seulement. Les attaquants exploitent aussi des appareils compromis, notamment des routeurs MikroTik, Huawei, Cisco, BOA et ZTE pour mener ces attaques. Il faut savoir que les adresses IP sources proviennent majoritairement du Brésil, de la Turquie, de la Russie, de l'Argentine, du Maroc et du Mexique. Le journaliste remonte que les dispositifs ciblés incluent des pare-feux, des VPN et d'autres appliances de sécurité exposés à Internet pour faciliter l'accès à distance. Les attaquants tentent de deviner les identifiants de connexion pour essayer de multiples combinaisons de noms d'utilisateurs et des mots de passe jusqu'à trouver la bonne. Donc réellement, il n'y a rien de très nouveau. On est sur une méthode qui est du brute force. On n'a pas de détails s'ils utilisent de l'IA, s'ils utilisent du scripting. On n'a pas tous ces détails sur le mode opératoire. Par contre, une fois que les identifiants compromis ont été trouvés, ils prennent le contrôle des appareils et accèdent au réseau interne. Alors leur méthodologie, elle est simple. Ils ont 2,8 millions d'adresses IP à disposition pour mener ces attaques par brute force. Donc ils ont du temps devant eux, ils ont de la puissance de calcul. Les appareils compromis utilisés pour ces brute force vont être des routeurs et des appareils IoT tels que des MikroTik, du Huawei, du Cisco, du BOA, du ZTE. Et l'origine géographique des attaques, qui sont principalement, je dirais, situées dans des pays Amérique du Sud, donc le Brésil, Turquie pour une partie, je dirais, occident-orientale, la Russie, l'Argentine, le Maroc, le Mexique. Mais si je devais faire une analyse et des implications associées, pour moi, toutes ces attaques, ça illustre juste la capacité des attaquants à mobiliser des vastes réseaux, ce qu'on appelle des botnets, compromis pour mener des campagnes de brute force à grande échelle. Ça leur coûte rien. Eux, c'est juste, on rentre une liste de pareilles cibles, que ce soit des passerelles Ivanti, des passerelles FortiGate, etc. On ponce et ça va le faire tout seul.
Mais pour nous, équipe de réponse incident, notre difficulté, c'est quand il y a un si grand nombre d'adresses IP, la détection et la mitigation est de plus en plus complexe car le trafic malveillant est distribué sur une vaste plage d'adresses. On ne peut pas dire, bah tiens, je vais couper tout ce qui est au Brésil. Si vous avez du business au Brésil, ça va être compliqué. Et au niveau de la défense, on reste quand même toujours sur nos fondamentaux parce qu'on n'a pas beaucoup de mitigation à notre. On en a quelques-unes via des fournisseurs, mais les vrais fondamentaux, c'est l'implémentation de politiques de mots de passe robustes, l'activation de l'authentification multifacteur et la surveillance continue des tentatives de connexion suspectes sur nos appareils en bordure de réseau. Alors, bien entendu, les infrastructures critiques doivent être particulièrement vigilantes. De toute manière, si une critique, elle ne surveille pas ses assets exposés sur Internet, ils vont se faire poncer, c'est juste une question de temps. Il y a pas mal de sources dans l'article de Blipping Computer. Il y a aussi le rapport de la Shadow Server Foundation sur les attaques par brute force. Il y a des conseils de sécurité sur les appareils MikroTik, il y a pas mal de tutos. Et il y a des recommandations de Palo Alto aussi pour sécuriser ces appareils. Dites-le moi, si vous souhaitez que je fasse un épisode spécial sur le durcissement d'un équipement de bordure, comme les MikroTik par exemple, faites-le moi savoir, je vous ferai un épisode détaillé. On va parler un peu d'outillage. GB Hacker a annoncé cette semaine la sortie de Jidra 11.3. C'est la dernière version du framework open source de rétro-engineering logiciel développé par la NSA. Cette mise à jour introduit des améliorations significatives, notamment une fonctionnalité de débogage étendue avec la prise en charge du kernel macOS via l'LDB et du kernel Windows dans des machines virtuelles utilisant EXDI. Un nouvel émulateur, P-Code Just in Time, ce qu'on appelle le GIT, est également introduit, offrant des performances accrues pour le développement de scripts et de plugins. Personnellement, j'utilise IDEA. Et quand je compare IDEA et Jidra, on arrive à des choses complémentaires. C'est plutôt pas mal, surtout si vous faites du reverse. Et il faut savoir qu'en plus de tous ces nouveaux outils de visualisation, y compris des flowcharts dans l'interface du graphe, de fonctions, ça va vous permettre aussi l'amélioration dans Jidra de l'organisation de la lisibilité des blocs de code. C'est vraiment une tuerie le truc. Alors, si je devais retenir les points clés de cette nouvelle version, on a l'amélioration du débogage, prise en charge du débogage du kernel macOS via l'LDB du kernel Windows, émulateur P-Code JIT, introduction d'un émulateur just-in-time pour des performances accrues, intégration avec VS Code, possibilité de créer des projets de modules ou d'éditer des scripts directement dans Visual Studio Code. Ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Avec des fonctionnalités avancées telles que l'autocomplétion et la navigation, des outils de visualisation améliorés, l'intégration complète de PyJidra, l'accès natif à l'API de Jidra via CPython, élargissant toutes les capacités de scripting, support des processeurs étendus, on a des expressions x86, AVX 512, des assemblages ARM FPV-V2 et les binary Golang 1.23. Compatibilité exigence du système. Alors, il y a un maintien de la compatibilité ascendante avec des données des projets des versions précédentes, mais attention, pas pour tout. Là, il va falloir se faire très attention. Il y a eu une mise à jour de la doc au format Markdown. Donc, c'est un projet open source de la NSA. Si vous n'avez pas au début des moyens, parce qu'une licence IDEA coûte quand même un bras, faut pas le cacher, bah c'est plutôt pas mal si vous voulez commencer à avoir faire du reverse malware. C'est un bon début, ça demande un effort, c'est pas du clicodrome. Ouais, je suis désolé pour tous ceux qui sont habitués à mettre ça dans des sandbox et à sortir des très beaux rapports. Là, il va falloir quand même un peu gratter. Si vous ne maîtrisez pas certains concepts comme l'assembleur, si vous savez pas lire un peu de code assembleur, etc., ça va être tendu pour vous. Mais en tout cas, bravo à la NSA de mettre un outil open source. Vous pouvez étudier le code. Il n'y a pas de backdoor qui vont se cacher quelque part au fin fond des États-Unis ou de la Chine ou quoi que ce soit. Bravo en tout cas. Vu que c'est dimanche, et je souhaite partager avec vous un article de Ghack à propos de l'application Tinder. Non, je vous assure que tout va bien, on va parler de cybersécurité quand même. L'article annonce que Tinder prévoit d'introduire des fonctionnalités de mise en relation alimentées par l'intelligence artificielle pour améliorer l'engagement des utilisateurs face à une baisse de sa base d'utilisateurs actifs. Alors déjà, on n'arrivait pas à trouver l'âme sœur, mais là, en plus, on va mettre de l'IA. Mais jusque-là, c'est juste du service. Cette initiative vise à offrir une expérience de rencontre plus personnalisée en analysant les préférences et les comportements des utilisateurs. Il faut savoir qu'ils n'en sont pas à la première expérience. En juillet 2024, Tinder avait lancé un sélecteur de photos basé sur l'IA pour aider les utilisateurs à choisir les images les plus efficaces pour leur profil, en se basant sur la qualité des images et les métriques d'engagement. En avril 2023, l'application avait également amélioré son processus de vérification des photos en intégrant l'IA et des selfies vidéo, afin d'accroître l'authenticité des profils et de réduire les incidents d'usurpation d'identité. Mais malgré toutes ces innovations, Tinder a observé une diminution de ses utilisateurs actifs. L'intégration de la mise en relation par l'IA s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à revitaliser la plateforme et en proposant des correspondances mieux alignées sur les intérêts
individuelle des utilisateurs. Alors, ce qui m'a fait retenir cet article, c'est pas... Bon, d'accord, Tinder, c'était un peu provocateur, je vous le cache pas, je me suis fait un peu plaisir. Mais il n'y a pas que qui font ça. L'adoption de l'IA par Tinder, ça va améliorer la mise en relation des utilisateurs, s'inscrit dans une tendance beaucoup plus large sur des plateformes numériques pour exploiter des algorithmes avancés pour personnaliser cette expérience utilisateur. En un mot, pour vous vendre le produit en disant « mais je comprends pas que je l'ai pas encore acheté ». Quoi. Mais pour nous, experts en cybersécurité, c'est là que ça devient intéressant, c'est une évolution qui va soulever des questions concernant la collecte, le stockage et l'utilisation des données personnelles sensibles. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand il y a une fuite de données sur Tinder, on parle de credentials ou sur n'importe quel site de rencontre. On va avoir des credentials, donc identifiants, mots de passe, quelques informations sur les personnes, sur ce qu'ils recherchent sur ces types de plateformes. Mais là, ça va devenir beaucoup plus, précis. L'analyse des préférences et des comportements des utilisateurs nécessite l'accès à des informations potentiellement sensibles. Il va falloir mettre en place des mesures de sécurité qui n'existent pas dans ces plateformes. Par contre, pour le ciblage de personnes sensibles ou des VIP dans les organisations, il sera possible d'avoir une meilleure connaissance de leurs habitudes, désirs, recherches en cours. C'est-à-dire que quand vous allez cibler ces personnes-là, là, vous allez, vous allez gagner droit, vous allez être droit au but, quoi. Alors, les brouteurs ont encore de très belles années devant eux, avec ou sans l'IA, mais là, avec l'IA, ça va être compliqué pour certains. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du dimanche 9 février 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, ne soyez pas timide. Laissez-moi un message, je vous ferai un épisode spécial sur le sujet que vous souhaitez qu'on aborde, au 07 68 72 20 09, je suis là pour vous, on parlera de cyber. Prenez soin de vous, à demain pour un nouvel épisode. Je vous cache pas que ma visite hier à l'hôpital a été rude, donc je viens de me lever, quoi. Je me suis levé, il était 20h et compliqué. Mais demain je serai fidèle au poste et nous aurons un nouvel épisode de Radio Cesseur. Au revoir.